Aïcha rentre tard, trempée par la pluie, le seau presque vide. À peine la porte franchie, tante Binta lâche, sans lever les yeux. Demain, tu te maries. Avec le mendiant du pont. Aïcha reste figée. Elle croit avoir mal entendu. Dehors, elle aperçoit l'homme, assis dans l'ombre, sale, silencieux. Mais son regard est trop calme pour quelqu'un qui a tout perdu. Tante Binta sourit, sûre de son coup. Elle pense l'avoir humilié pour toujours. Elle ignore une chose, cet homme cache un secret si énorme que, quand il éclatera, tout le monde sera choqué. Et ceux qui ont brisé Aïcha supplieront à genoux. Avant qu'on commence vraiment, dites-moi d'où vous me regardez, pensez à aimer la vidéo et à vous abonner. Merci d'être là, et maintenant, revenons au début de cette histoire. La pluie tombait fine, insistante, comme si le ciel avait décidé de gratter la ville jusqu'à l'os. Andalo, l'eau ne nettoyait rien. Elle réveillait l'odeur des déchets, des toits rouillés, des murs suintants. Elle remplissait les trous de la route et les poubelles débordées. Et elle rendait tout plus lourd, surtout les pas d'Aïcha. Aïcha avançait avec un seau presque vide, le bras engourdi, les sandales qui glissaient dans la boue. Elle rentrait toujours tard, parce que l'eau était loin, parce que la file était longue, parce que personne ne la laissait passer. Elle avait appris à attendre sans se plaindre, à baisser les yeux, à sourire quand on lui parlait mal. Elle n'avait pas de mère pour la défendre, pas de père pour dire non. Elle n'avait même pas une tante gentille. Elle avait tante Binta, et tante Binta n'aimait que deux choses, l'argent et le pouvoir que l'argent donne sur les faibles. Quand Aïcha poussa la porte en métal, le bruit résonna comme une faute. Dans la pièce, une ampoule nue tremblait. L'air sentait l'huile froide et le savon bon marché. Tante Binta était assise, droite, dans son pagne impeccable, les lèvres serrées, comme si elle attendait depuis des heures juste pour lui rappeler qui commande. Aïcha posa le seau, sans faire de bruit. Tante Binta ne lui demanda pas si elle avait mangé. Elle ne lui demanda pas si elle avait froid. Elle ne lui demanda même pas si elle avait trouvé de l'eau. Elle dit seulement, d'une voix calme et tranchante. « Demain, tu te maries. » Aïcha cligna des yeux. Au début, elle crut que la fatigue lui jouait un tour. Les mots flottèrent dans sa tête, irréels, comme une phrase entendue dans une radio cassée. « Demain, quoi ?» Tante Binta soupira, comme si Aïcha était lente exprès. « Tu épouses le mendiant du pont. Celui qui traîne près du marché. On a fixé ça. Tout est prêt. » Le seau trembla entre les doigts d'Aïcha. Elle sentit son cœur cogner dans sa poitrine, violent et perdu. « Mais, je ne le connais pas. Tu connais la faim, tu connais les dettes, tu connais la honte. Ça suffit. » Aïcha ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Elle cherchait une logique, une explication, un détail qui transformerait ça en plaisanterie. Il n'y en avait pas. Pourquoi, lui, réussit-elle à souffler? Tante Binta se pencha légèrement, ses yeux brillants d'une satisfaction froide. Parce que c'est un bon échange. Toi, tu sers à quelque chose. Lui, il disparaîtra avec toi. Et moi, je règle mes affaires. Aïcha sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Pas une grande explosion. Plutôt une fissure silencieuse, comme du verre. Je ne veux pas, tante. Tante Binta sourit enfin. Un sourire sans chaleur. Tu ne veux pas. Elle se leva, lentement, et fit 2 pas. Sa voix descendit d'un cran, dangereuse. Tu veux quoi alors? Retourner dans la rue? Dormir dehors? Te faire chasser comme une voleuse? Je te rappelle que tes papiers sont chez moi. Et que sans moi, tu n'es personne. Aïcha sentit sa gorge se serrer. Les papiers. Toujours les papiers. L'arme invisible qui la tenait en cage. Je peux travailler, je peux. Travailler. Tante Binta éclata d'un rire bref. Tu travailles déjà. Et ça ne m'enrichit pas assez vite. Aïcha baissa les yeux. Ses mains étaient rouges, abîmées, comme celles d'une femme plus âgée. Elle se demanda quand avait commencé cette vie où on décidait tout pour elle. Tante Binta claqua des doigts. Fatou. Viens. Fatou, la cousine, entra avec une assiette. Elle posa l'assiette sur la table, sans regarder Aïcha, puis se planta près de tante Binta, docile. Fatou avait le même âge qu'Aïcha, mais elle portait des bijoux, des vêtements propres, des cheveux bien tressés. Elle avait le luxe de rire fort, parce que personne ne lui volait son avenir. Tu vois, dit tante Binta. Fatou va se marier bientôt à un homme sérieux. Un commerçant. Nous, on respecte les bonnes choses. Mais toi, tu es un poids.
Alors j'ai trouvé une solution. Aïcha regarda l'assiette. Du riz, un peu de sauce. Elle comprit que c'était un geste de pouvoir. Mange et tais-toi. Et si je refuse? Demanda Aïcha, la voix cassée. Tante Binta pencha la tête. Si tu refuses, je dis à tout le quartier que tu voles. Je dis que tu as couché pour de l'argent. Je dis que tu as honte sur la famille. Et je te mets dehors cette nuit. Un silence lourd s'abattit, rempli de gouttes de pluie sur le toit. Aïcha sentit son corps se figer. Ce n'était pas juste un mariage. C'était un piège. Un enfermement. Une punition maquillée. Elle murmura. « Pourquoi tu me détestes comme ça ?» Tante Binta eut un mouvement d'épaule. « Je ne te déteste pas. Je n'ai pas le temps de détester. Je fais ce qu'il faut pour survivre et monter. Toi, tu es juste, sur mon chemin. » Aïcha avala sa salive. Elle voulut crier, mais elle savait que personne ne viendrait. Dans ce quartier, les cris des pauvres sont comme le bruit de la pluie. Tout le monde entend, personne ne s'arrête. Elle prit l'assiette, mangea sans sentir le goût. Non pas parce qu'elle avait faim, mais parce que refuser aurait été une provocation. Cette nuit-là, elle dormit à peine. Elle resta couchée sur son matelas mince, les yeux ouverts, regardant l'ombre du ventilateur immobile au plafond. Elle imaginait un visage qu'elle ne connaissait pas, le mendiant du pont. Dans sa tête, il devenait une menace, une honte publique, une prison à ciel ouvert. Au petit matin, avant même que le soleil se lève, tante Binta la secoua. Debout. On ne se marie pas en traînant. On lui donna une robe simple, trop courte aux manches, et un foulard. Fatou tournait autour d'elle comme une abeille autour d'un fruit, avec un sourire moqueur. Au moins, tu auras un mari. Même si c'est un mari qui dort dehors. Aïcha ne répondit pas. Elle regardait ses propres mains, tremblantes, comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. La cérémonie fut organisée vite, trop vite. Dans une cour poussiéreuse, avec quelques chaises en plastique, des voisins curieux, et un imam pressé. Tante Binta avait invité assez de monde pour que l'humiliation devienne publique. Elle voulait des témoins. Elle voulait que le quartier sache qu'Aïcha n'avait plus le droit de revenir. Quand le marié arriva, le murmure courut comme un courant électrique. Il était là. Le mendiant. Ses vêtements étaient usés, son pantalon trop large, son manteau taché, ses chaussures mangées par la poussière. Sa barbe était épaisse, son visage dur, marqué par la route. Et pourtant, il marchait droit. Pas comme quelqu'un qui demande pardon à la vie. Plutôt comme quelqu'un qui observe. Aïcha le vit et sentit ses jambes se dérober. Elle s'attendait à un homme saoul, agressif, sale au point d'être repoussant. Mais cet homme avait une sorte de calme étrange. Il s'arrêta devant l'imam, puis ses yeux rencontrèrent ceux d'Aïcha. Ce regard-là ne suppliait pas. Il ne dévorait pas non plus. Il était posé, profond, comme s'il connaissait déjà la fin du film. L'imam commença à parler. Les mots glissaient, formels, mécaniques. Aïcha entendait à peine. Elle n'entendait que les chuchotements. Pauvre fille. Binta l'a vendue. Elle va souffrir. Un mendiant, imagine. Tante Binta, assise au premier rang, avait un sourire satisfait. Elle tenait une enveloppe dans son sac, bien serrée, comme une victoire. L'imam demanda le consentement. Aïcha sentit sa bouche sécher. Si elle disait non, elle serait jetée dehors. Si elle disait oui, elle serait enchaînée à un inconnu. Elle chercha une issue, un visage bienveillant. Elle n'en trouva pas. Même ceux qui avaient pitié ne bougeaient pas. Le mendiant parla avant elle. « Je l'accepte. » Sa voix était grave, claire. Pas la voix d'un homme cassé. Pas la voix d'un homme qui a peur. Aïcha sentit la foule se taire une seconde. L'imam se tourna vers elle. Aïcha murmura. « J'accepte. » Le mot lui brûla la langue. On applaudit, un peu, par habitude. Quelqu'un lança une blague. Fatou rit trop fort. Tante Binta se leva, fière, comme si elle venait de réussir une affaire. Après la cérémonie, personne ne raccompagna Aïcha avec douceur. On la poussa vers l'homme comme on pousse un sac. « Voilà ton mari. Maintenant, partez. » Aïcha fit un pas, puis un autre. Elle s'éloigna de la cour, de la maison, de la seule stabilité qu'elle connaissait, même si c'était une stabilité de souffrance. Elle se retrouva dans la rue, à côté d'un homme dont elle ignorait tout, sauf ce que les autres disaient, sans abri, mendiant, inutile.
Ils marchèrent en silence. Le soleil montait, blanchissant les murs. Les gens les regardaient. Certains avec pitié. D'autres avec mépris. Aïcha gardait la tête basse. Au bout d'un moment, elle osa parler. « Comment tu t'appelles » L'homme répondit sans tourner la tête. « Malik. » Le prénom tomba simplement, comme une pierre dans l'eau. « Et, on va où » Malik ralentit. Il regarda autour d'eux, comme s'il choisissait une direction dans un plan qu'il avait déjà dessiné. « Là où on ne pourra pas te reprendre. » Aïcha fronça les sourcils. « Me reprendre » Malik s'arrêta enfin. Il la fixa, et son regard semblait voir au-delà de sa robe simple et de sa peur. « Ta tante ne t'a pas mariée pour te donner une vie. Elle t'a mariée pour te jeter. Elle veut être sûre que tu ne reviennes jamais. » Aïcha eut un rire nerveux. « Ça, je le sais. » Malik inclina légèrement la tête. « Alors écoute-moi. Tu n'es plus seule maintenant. » Cette phrase aurait dû la rassurer. Elle la terrifia. Parce qu'elle ne savait pas si « plus seule » signifiait « protégée » ou « piégée autrement. » Ils arrivèrent près du pont. Sous l'arche, il y avait des cartons, un vieux tissu, un coin qui ressemblait à un refuge improvisé. Aïcha sentit son estomac se retourner. « C'est là ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Malik la regarda, sans se vexer. « Pour aujourd'hui. » Aïcha posa son petit sac. Elle resta debout, incapable de s'asseoir. Elle observait les ombres, les rats, le bruit des voitures au-dessus. Elle se dit que c'était donc ça, le mariage, descendre encore plus bas. Malik sortit un morceau de pain, le coupa en deux, lui tendit la moitié. « Mange. » Aïcha hésita. Puis elle prit, par réflexe de survie. Elle mâcha lentement. Le pain était frais. Pas dur. Pas rassis. Frais. Aïcha leva les yeux, surprise. « Où tu as eu ça ?» Malik ne répondit pas tout de suite. Il s'assit, calmement, comme si le pont était un salon. « On trouve ce qu'on doit trouver. » Aïcha sentit un doute naître. Un tout petit doute, comme une étincelle. Quel mendiant mange du pain frais et le partage comme si c'était normal. Elle regarda ses mains. Elles étaient propres. Trop propres pour quelqu'un qui vit dans la poussière depuis longtemps. « Depuis combien de temps tu vis ici ?» demanda-t-elle. Malik fixa l'horizon. Assez longtemps pour apprendre à écouter. Aïcha n'aimait pas ses réponses. Elles étaient trop maîtrisées. Trop choisies. Dans l'après-midi, un homme passa près du pont, vendant des cartes de téléphone. Malik se leva, marcha jusqu'à lui, échangea quelques mots. Aïcha vit quelque chose briller un bref instant au poignet de Malik, quand son manteau glissa. Un éclat métallique, net. Comme une montre. Pas une montre cassée. Pas une montre de marché. Une montre lourde. Élégante. Malik remit aussitôt sa manche en place. Aïcha eut l'impression d'avoir halluciné. Elle cligna des yeux. Son cœur se mit à battre plus vite. Le soir tomba. L'air devint froid. Aïcha se recroquevilla dans le tissu. Malik lui donna le manteau, gardant seulement sa chemise usée. « Tu vas attraper froid. » Malik répondit simplement. « Je préfère que ce soit moi. » Aïcha serra le manteau contre elle. Ce geste, si simple, la désarma. Tante Binta ne lui avait jamais donné quelque chose sans l'insulter ensuite. Là, Malik donnait, et se taisait. Dans la nuit, Aïcha s'endormit par fragments, secouée par le bruit des voitures. Elle se réveilla une fois en sursaut, croyant entendre des pas. Il y avait des pas, oui. Des pas lourds, précis. Elle retint son souffle, le cœur dans la gorge. À l'entrée du pont, 3 silhouettes s'arrêtèrent. Des hommes. Grands. Bien habillés. Trop bien habillés pour traîner à cette heure, dans ce coin. Aïcha sentit sa peau se couvrir de frissons. Elle pensa à des voleurs. À des gens venus faire du mal. Elle chercha Malik du regard. Il n'était pas couché. Il était debout. Dans l'ombre. Calme. Comme s'il les attendait. L'un des hommes fit un pas, puis s'inclina légèrement, avec respect. Aïcha eut l'impression que le monde se renversait. Elle entendit une voix basse, contrôlée. « Monsieur, tout est prêt. » Malik ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de regarder Aïcha, qui tremblait, incapable de comprendre. Puis, d'une voix froide et nette, il dit. « Pas ici. Pas devant elle. Demain. »
Les hommes hochèrent la tête, comme des employés devant leur patron. Et Aïcha, figée sous le pont, comprit une chose avec une clarté terrifiante. Le mendiant qu'on lui avait imposé n'était pas un homme ordinaire. Et le secret qu'il portait allait faire trembler bien plus que le quartier de Ndalo. Le matin se leva sans douceur. Sous le pont, la lumière ne faisait que révéler la poussière, les cartons humides et les traces de pneus au-dessus de leur tête. Aïcha ouvrit les yeux en cherchant d'abord sa tante dans un réflexe ancien, puis elle se souvint. Elle était mariée. Mariée à un homme qu'on appelait mendiant, mais que 3 inconnus, la nuit, avaient salué comme un chef. Malik était assis un peu plus loin, le dos contre un pilier, immobile. Il semblait ne pas avoir dormi. Son regard suivait la route, comme s'il comptait les secondes. Quand il sentit Aïcha se redresser, il tourna la tête. « Tu as faim ?» La question était simple, humaine. Aïcha hésita, puis hocha la tête. Elle se sentit ridicule de répondre comme une enfant, mais la faim avait toujours cette façon de ramener l'orgueil à zéro. Malik sortit d'un sac une bouteille d'eau et 2 petits pains. Il lui en tendit un sans commentaire. Aïcha le prit, et cette fois, elle osa le regarder franchement. Qui étaient ces hommes hier soir? Malik mâcha lentement avant de répondre. Des gens qui veulent me retrouver. Te retrouver, pourquoi? Il posa le pain, essuya ses doigts sur son pantalon. Pour que je rentre à la maison. Le mot maison vibra dans l'air, étrange sous un pont. Aïcha sentit un froid traverser sa nuque. Un sans-abri qui parle de maison comme d'un lieu qui l'attend, ce n'était pas logique. Tu as une maison? Demanda-t-elle. Malik soutint son regard. Oui. Le silence s'étira. Aïcha voulut poser 1000 questions, mais la peur la ralentissait. Depuis toujours, elle avait appris qu'un secret n'était jamais offert gratuitement. Il se payait. Malik se leva. On ne peut pas rester ici. Viens. Aïcha rassembla son sac. Ses jambes étaient raides. Elle suivit Malik hors de l'ombre du pont, vers les rues déjà bruyantes. Les vendeurs installaient leurs étals. Les motos klaxonnaient. Les gens couraient après quelque chose qu'ils n'atteignaient jamais. Aïcha se sentait exposée, comme si tout le monde pouvait lire sur son front. Orpheline, vendue, humiliée. Ils passèrent près du marché. Aïcha aperçut, au loin, la silhouette de tante Binta devant un stand de fruits. Son ventre se noua. Elle attrapa le bras de Malik. On doit éviter cette rue. Elle est là. Malik ne ralentit pas. Qu'elle te voie. Aïcha le regarda, choquée. Tu ne comprends pas. Elle va crier, elle va dire que j'ai fui. Malik inclina légèrement la tête, comme si son calme était un mur. Si elle crie, on écoutera ce qu'elle dit. Puis on décidera. Aïcha sentit sa respiration s'accélérer. Ils s'approchèrent. Tante Binta les vit. Ses yeux s'élargirent d'abord de surprise, puis son visage se durcit. Et, hurla-t-elle. Aïcha. Reviens ici. Les gens tournèrent la tête. Aïcha sentit la honte la frapper au ventre, comme une main. Tante Binta s'avança vite, la bouche déjà pleine d'insultes. Tu as osé quitter la maison? Tu crois que le mariage te donne des ailes? Aïcha ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Malik, lui, s'arrêta. Il ne recula pas. Il la regarda comme on regarde une personne qui parle trop fort dans un endroit sacré. C'est ma femme, dit-il. Sa voix n'était pas agressive. Elle était simplement ferme. Autour d'eux, le marché s'immobilisa une seconde. Tante Binta éclata d'un rire méprisant. Ta femme? Toi? Un va-nu-pied? Tu n'as même pas un lit. Tu n'as rien. Malik ne bougea pas. Vous l'avez mariée à moi. Tante Binta s'approcha, si près que son parfum sucré devint écœurant. Je l'ai mariée pour la sortir de chez moi. Elle ne doit plus revenir. Et toi, tu vas l'emmener loin, et disparaître. C'était le plan. Le mot plan fit frissonner Aïcha. Alors ce n'était pas juste de la cruauté. C'était une stratégie. Malik répondit, calme. Votre plan est terminé. Tante Binta plissa les yeux, comme si elle évaluait un insecte. Tu parles comme un homme important. Mais tu n'es qu'un mendiant. Tu sais ce que je peux faire? Je peux appeler la police. Je peux dire que tu l'as enlevé. Aïcha sentit le sol tanguer. La police ne la protégerait pas. La police prendrait l'argent de Binta, et Aïcha disparaîtrait. Malik se pencha légèrement vers tante Binta. Appelez qui vous voulez.
Cette confiance était dangereuse. Tante Binta recula d'un demi-pas, surprise, puis elle se redressa pour ne pas perdre la face. Très bien. Très bien. Mais écoute-moi, Aïcha. Elle se tourna vers elle, son sourire devenant venimeux. Tu as oublié une chose. Tes papiers. Ton acte de naissance. Ton certificat. Ils sont chez moi. Tu n'es rien sans ça. Tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas louer, tu ne peux pas bouger. Tu dépendras toujours de moi. Les mots frappèrent Aïcha comme des coups. C'était vrai. Sans papier, elle était une ombre. Malik posa une main sur l'épaule d'Aïcha. On récupérera tes papiers. Tante Binta ricana. Avec quoi? Avec tes prières? Malik la regarda, et pour la première fois, quelque chose de froid traversa son expression. Avec ce qui m'appartient. Tante Binta voulut répondre, mais déjà Malik entraînait Aïcha plus loin. Les gens se dispersèrent, déçus que le scandale s'arrête. Aïcha marchait vite, les oreilles bourdonnantes. « Pourquoi tu l'as provoquée » chuchota-t-elle. Malik ne se retourna pas. « Parce qu'elle doit comprendre que tu n'es pas un objet qu'on jette. » Aïcha sentit des larmes monter, pas de tristesse, mais d'un mélange étrange, gratitude et peur. Gratitude qu'on la défende. Peur que cette défense ait un prix. Ils prirent un taxi collectif, entassé entre des passagers silencieux. Malik donna quelques billets au chauffeur. Aïcha remarqua encore que l'argent n'avait pas l'air d'être compté à la pièce. Il était sûr de sa poche. Le taxi les déposa à la périphérie, là où les immeubles n'étaient plus des ruines mais pas encore des tours. Des quartiers de transition, pleins de petits commerces, de garages, de maisons en chantier. Malik marcha jusqu'à une cour fermée par un portail en fer. Il frappa 3 coups, réguliers. Une femme âgée ouvrit. Son foulard était propre, ses yeux vifs. Elle regarda Malik, puis Aïcha, et sans surprise excessive, elle dit. « Tu as enfin ramené quelqu'un. Entre. » Aïcha resta figée. « Vous le connaissez ?» La femme sourit légèrement. « Je le connais mieux que sa propre ombre. Je m'appelle Mama Sira. » Malik inclina la tête avec respect. « Merci de nous accueillir. Juste pour quelques jours. » Mama Sira s'écarta. Aïcha entra dans la cour et sentit aussitôt une différence. Ici, il y avait de l'eau au robinet, un citronnier, une odeur de nourriture. Rien de luxueux, mais une dignité. Elle sentit son ventre se détendre d'1 millimètre. On leur donna une petite pièce au fond. Un matelas, une couverture, une bassine. Aïcha posa son sac et resta debout, comme si elle n'avait pas le droit de toucher les choses. Malik fit bouillir de l'eau. Il plaça la bassine devant elle. « Lave-toi. Repose-toi. » Aïcha le fixa. « Et toi ? » ?»« Je vais sortir. »« Où ?» Malik hésita une fraction de seconde. « Régler quelque chose. » Elle sentit l'alarme en elle. « Tu vas me laisser ?» Malik la regarda avec une douceur inattendue. « Je reviens. » Aïcha n'avait plus l'habitude de croire les promesses. Pourtant, elle hocha la tête. Quand Malik partit, Mama Sira s'assit devant la porte, comme une gardienne. « Ne t'inquiète pas, » dit-elle. « Il a ses raisons. » Aïcha prit la bassine, se lava lentement. L'eau tiède lui rappela des souvenirs anciens, quand elle était enfant et que quelqu'un lui frottait les cheveux avec patience. Elle se surprit à pleurer sans bruit. Mama Sira entra avec un bol de soupe. « Mange. » Aïcha prit le bol, ses mains tremblaient. « Pourquoi vous l'aider ?» Mama Sira la regarda longtemps avant de répondre. « Parce que je sais ce que c'est que d'être utilisé. Et parce que lui n'est pas celui que les gens croient. » Aïcha sentit son cœur battre plus fort. « Vous savez qui il est ?» Mama Sira sourit sans donner la réponse. « Je sais qu'il se cache. Et je sais qu'il n'a jamais oublié d'où il vient. » Le soir tomba. Malik n'était pas revenu. Aïcha sentit l'angoisse monter à nouveau. Elle imagina des policiers, des ennemis, une trahison. Elle sortit dans la cour. Mama Sira était là, assise, comme si elle n'avait pas bougé. « Il reviendra, » dit-elle. « Comment vous pouvez être sûr ?» Mama Sira pointa le ciel. « Parce qu'un homme qui porte ce genre de secret n'abandonne pas une femme qu'il a juré de protéger. » Aïcha frissonna. La nuit fut longue. Puis, très tard, le portail grinça. Malik entra. Il avait changé. Pas complètement,
mais son manteau usé avait disparu. Sous la lumière, Aïcha vit une chemise propre, sombre, bien coupée. Ses chaussures étaient différentes. Ses mains aussi, propres, comme si elle n'avait pas touché la poussière depuis des heures. Aïcha resta bouche bée. Malik posa un petit dossier sur la table. « J'ai trouvé où sont tes papiers. » Aïcha s'approcha, incrédule. « Chez ma tante. »« Pas seulement. » Malik ouvrit le dossier. Il y avait des photocopies, des adresses, des noms. Elle les a déposés chez un notaire du quartier pour les garder en garantie. Elle a aussi contracté une dette à ton nom. Aïcha sentit le sang quitter son visage. Une dette. Malik acquiesça. Elle t'a utilisé comme caution. Si tu disparaissais, elle aurait ta signature. Si tu restais, elle te tiendrait. Aïcha s'assit brusquement, étourdie. Elle avait cru connaître la cruauté de tante Binta. Mais là, c'était autre chose. C'était une construction patiente pour l'enfermer à vie. Malik s'agenouilla devant elle, à hauteur de ses yeux. « Écoute-moi, Aïcha. Ce qu'elle a fait est un crime. Et je peux l'arrêter. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. » Aïcha avala sa salive. « Pourquoi tu ferais ça pour moi ?» Malik la fixa longtemps. Sa voix se fit plus basse. « Parce qu'on m'a déjà arraché ma liberté, et j'ai juré de ne plus regarder quelqu'un subir ça sans rien faire. » Aïcha sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Malik ne parlait pas comme un héros. Il parlait comme quelqu'un qui avait connu la perte. Elle murmura. « Tu n'es pas un mendiant. » Malik esquissa un sourire triste. « Pas aujourd'hui. Mais j'ai été pauvre. Très pauvre. » Aïcha eut envie de crier. « Alors pourquoi tu te caches ? Pourquoi tu vis sous un pont ?» Mais elle se retint. Elle sentait que chaque réponse ouvrirait une porte dangereuse. Le lendemain, Malik l'emmena chez le notaire. Ils marchèrent tôt, quand la ville n'avait pas encore son visage dur. Aïcha portait une robe simple prêtée par Mama Sira. Ses cheveux étaient tressés. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait presque présentable. Le bureau du notaire était dans un bâtiment beige. À l'intérieur, un ventilateur tournait lentement. Un homme en lunettes les accueillit, indifférent. « Oui. » Malik posa calmement une carte sur le bureau. Aïcha ne vit pas le nom, mais elle vit la réaction. Le notaire se figea. Son visage pâlit. « Monsieur, je... » Malik parla doucement. « Je viens récupérer les documents au nom d'Aïcha Diallo. Et je veux voir le dossier de dette. Maintenant. » Le notaire avala sa salive, se leva précipitamment. « Bien sûr. Bien sûr, monsieur. » Aïcha sentit son cœur battre. Ce n'était pas normal. Personne ne parle ainsi à un notaire, et personne n'obtient une obéissance immédiate. Malik avait une autorité invisible. Quelques minutes plus tard, le notaire revint avec une enveloppe scellée. Malik la prit, la tendit à Aïcha. « Ouvre. » Aïcha déchira l'enveloppe. À l'intérieur, ses papiers. Son nom. Sa preuve d'existence. Elle sentit ses yeux se remplir de larmes. Malik prit ensuite un autre dossier. Il le parcourut rapidement. Son regard se durcit. Voilà. Il posa une feuille devant Aïcha. Elle reconnut une signature, qui ressemblait à la sienne, mais pas exactement. Info. Aïcha porta la main à sa bouche. Elle a falsifié. Malik hocha la tête. Et elle a fait ça plusieurs fois. Le notaire tremblait. Je ne savais pas. On m'a dit que c'était légal. Malik le coupa, froid. Vous saviez. Vous avez juste préféré l'argent. Le notaire baissa les yeux. Malik ramassa les dossiers. Nous reviendrons. En sortant, Aïcha serrait ses papiers contre elle comme un trésor. Elle respirait mieux. Une chaîne venait de se casser. Mais à peine eurent-ils tourné au coin de la rue qu'une voix hurla derrière eux. Aïcha. Tante Binta surgit, accompagnée de deux hommes. Elle avait le visage déformé par la rage. « Tu m'as volé. Tu m'as humilié. » Les hommes avancèrent, menaçants. Aïcha recula, le cœur en panique. Malik se plaça devant elle. « Reculez. » Tante Binta pointa Aïcha du doigt. « Elle me doit de l'argent. Elle a une dette. Elle ne peut pas partir. » Malik sortit calmement la feuille du dossier, la leva. « Cette dette est fausse. Cette signature est fausse. Et maintenant, j'ai tout. »
Tante Binta blêmit une seconde, puis se ressaisit. Et alors? Tu crois que ça m'effraie? Tu crois que je vais tomber pour une orpheline? Elle s'approcha encore, et son regard se posa sur Malik. Toi, qui es-tu pour te mêler de ça? Malik la regarda, impassible. Quelqu'un que vous n'auriez jamais dû provoquer. Tante Binta rit, nerveuse. Tu fais le grand. Mais tu sais quoi? Je vais dire au quartier que tu es un escroc. Un faux riche. Un voleur. Et ta femme, là, elle retournera à zéro. Elle cracha presque ces mots, puis elle fit un signe à ses hommes. Prenez-la. Les hommes avancèrent. Malik ne bougea pas. Il sortit simplement son téléphone, tapa un numéro. En moins de 2 minutes, une voiture noire s'arrêta près d'eux. 2 hommes en costume en descendirent. Leurs regards balayèrent la scène. Ils se placèrent près de Malik avec une précision militaire. Tante Binta recula, choquée. C'est quoi ça? Malik parla sans élever la voix. C'est la fin de ton jeu. L'un des hommes en costume sortit un badge. Madame Binta Traoré? Vous êtes attendue pour répondre à des accusations de falsification et d'extorsion. Tante Binta ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Elle regarda Aïcha, puis Malik, puis les hommes. Et pour la première fois, la peur remplaça son arrogance. Aïcha, elle, tremblait. Pas de joie encore. Pas de vengeance encore. Juste l'impression qu'elle venait d'entrer dans une histoire plus grande que sa propre douleur. Malik se pencha vers elle. On rentre. Aïcha hocha la tête, incapable de parler. Elle serra ses papiers. Et tandis qu'il s'éloignait, elle sentit une chose nouvelle grandir en elle, fragile mais réelle. L'espoir. De retour dans la cour de Mama Sira, Aïcha s'assit sur le seuil comme si ses jambes ne lui appartenaient plus. Elle avait vécu des années à croire que les portes ne s'ouvraient jamais pour elle, que les bureaux et les papiers appartenaient aux autres. Et pourtant, ce matin, Malik avait fait plier un notaire avec une simple carte. Mama Sira rendit l'enveloppe à Aïcha avec sérieux. Garde-les sur toi. Même pour dormir. Aïcha hocha la tête. Ses doigts refusaient de lâcher prise. Malik, lui, resta debout, tendu, comme s'il écoutait une menace invisible. Ils vont revenir? Demanda Aïcha. Oui. Quand quelqu'un perd le contrôle, il tente toujours une dernière morsure. Aïcha sentit la peur remonter, puis, sans s'en rendre compte, elle fit un pas vers lui. Malik, tu vas me dire la vérité. Il la regarda, et son visage se fit moins dur. Pas tout. Mais assez pour que tu saches que tu es en sécurité. Il sortit de sa poche un anneau simple, sans pierre, mais d'une finition parfaite, et le posa sur la table. À l'intérieur, des initiales étaient gravées, nettes. MK, murmura Aïcha. Malik acquiesça. Ce n'est pas un bijou de rue. C'est un signe. Aïcha avala sa salive. Alors pourquoi tu as vécu sous un pont? Malik prit une respiration lente. Parce que quelqu'un a voulu me voler ma vie. J'ai disparu pour survivre, et pour voir qui restait humain quand personne ne me craignait. Aïcha baissa les yeux. Elle comprenait trop bien ce mot, disparaître. Et moi? Pourquoi tu m'aides? Malik hésita, puis répondit plus bas. Parce que tu n'as pas plié. Et parce que je t'ai vu au marché, un jour, donner ton dernier morceau de pain à un enfant. Tu ne savais pas que je regardais. Le cœur d'Aïcha se serra. Ses joues chauffèrent. Personne ne l'avait jamais choisi pour sa bonté. Mama Sira posa un bol devant eux. Mangez. Reprenez des forces. La tempête n'est pas finie. Aïcha goûta la soupe. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit la chaleur descendre jusqu'à son ventre, et respirer vraiment. La cour de Mama Sira avait retrouvé une sorte de calme trompeur, celui qui arrive juste avant l'orage. Aïcha gardait ses papiers dans un sachet plastique, serré contre sa poitrine, même quand elle dormait. Elle avait peur qu'on lui arrache encore ce morceau d'existence. Et pourtant, au fond d'elle, quelque chose avait changé. Pour la première fois, elle sentait qu'elle pouvait respirer sans demander la permission. Malik, lui, bougeait comme un homme poursuivi par une horloge invisible. Il parlait peu, sortait souvent, revenait tard, toujours propre, toujours plus net qu'un sans-abri ne devrait l'être. Aïcha remarquait ses silences, la façon dont il observait les voitures, la façon dont il écoutait les bruits du quartier comme on lit un message codé. Par moments, elle se demandait si elle avait épousé un homme, ou une énigme. Mama Sira ne posait pas de questions,
mais elle la regardait avec une sagesse qui réchauffait. Un matin, elle prit Aïcha par les épaules et l'obligea à s'asseoir face à un petit miroir fêlé. « Regarde-toi, dit-elle doucement. Pas avec les yeux de ta tante. Avec tes propres yeux. » Aïcha eut un rire nerveux. Elle vit une jeune femme épuisée, certes, mais aussi une beauté qu'elle n'avait jamais eu le droit d'admettre. Ses traits fins, ses yeux profonds, sa peau lumineuse malgré la fatigue. Elle détourna le regard, comme si c'était interdit. Mama Sira posa une main sur sa tête. Ta vengeance ne commencera pas avec des cris. Elle commencera quand tu arrêteras de croire que tu ne vaux rien. Aïcha sentit une gorge se serrer. Elle n'avait jamais imaginé que la vengeance pouvait être silencieuse, élégante, construite de dignité. Ce même jour, Malik revint avec un petit sac en tissu. Il le posa sur le matelas. Pour toi. Aïcha l'ouvrit. Il y avait une robe simple mais de bonne qualité, des sandales propres, une petite crème, et un foulard aux couleurs chaudes. Rien d'extravagant. Juste assez pour qu'elle ne ressemble plus à une victime. Pourquoi tu fais ça? Murmura-t-elle. Malik s'assit face à elle. Parce qu'ils t'ont habitué à te voir en bas. Et quand tu restes en bas, ils se sentent grands. Je veux que tu marches comme une femme qu'on ne piétine plus. Aïcha sentit ses joues brûler. Elle voulait répondre, mais son cœur battait trop vite. Elle avait peur de s'attacher à cette protection, peur que le sol se dérobe encore. Le soir, une nouvelle tomba comme un caillou dans l'eau. Tante Binta avait été relâchée. Pas acquittée. Relâchée. Le genre de détail qui prouve que l'argent et les relations savent ouvrir des portes même quand la vérité est enfermée. Aïcha la prit par un voisin venu chuchoter à Mama Sira, l'air inquiet. Elle est sortie. Elle crie partout que la fille l'a trahie. Elle dit que le mendiant est un sorcier, un escroc. Elle cherche la fille. Aïcha sentit le froid envahir ses mains. Elle va venir ici, souffla-t-elle. Malik ne changea pas d'expression, mais ses yeux s'assombrirent. Qu'elle vienne. Cette nuit-là, Aïcha dormit mal. Elle rêva qu'on la tirait par les cheveux, qu'on lui arrachait ses papiers, qu'on la traînait au milieu du marché pendant que tout le monde riait. À son réveil, elle avait la bouche sèche, le cœur en panique. Malik lui donna de l'eau, sans poser de questions. Dans la matinée, Mama Sira envoya Aïcha chez une voisine coiffeuse, discrète, pour tresser ses cheveux. Aïcha hésita. « Je ne veux pas sortir. » Mama Sira la fixa. « Si tu te caches, tu lui donnes encore le pouvoir. Va. Je t'accompagne. » Assise sur le tabouret, pendant qu'on tressait ses cheveux, Aïcha entendait les murmures de la rue. Les gens parlaient de Binta, de l'arrestation, de la relâche. Certains disaient que Binta avait des grands derrière elle. D'autres disaient qu'Aïcha avait ensorcelé un homme riche. La vérité était mangée par les rumeurs, comme toujours. Quand Aïcha rentra, Malik n'était plus là. Mama Sira expliqua qu'il avait été appelé pour une réunion. Le mot réunion fit trembler quelque chose en Aïcha. Un sans-abri n'a pas de réunion. Un homme traqué, peut-être. Un homme important, sûrement. Les heures passèrent. Puis, en fin d'après-midi, une voiture noire se gara devant la cour. Une voiture trop propre, trop silencieuse. Aïcha se figea. Deux hommes en costume descendirent. Le même genre que ceux de l'autre jour. Ils saluèrent Mama Sira avec respect, puis demandèrent Malik, comme si la cour était un endroit prévu sur leur route. Il revient dans quelques minutes, répondit Mama Sira, calme. Aïcha sentit son cœur battre contre ses côtes. Qui sont-ils? Chuchota-t-elle. Mama Sira soupira. Des gens qui protègent un nom. Et ce nom, ce n'est pas le tien, pour l'instant. Mais si tu restes droite, il pourrait devenir ton bouclier. Une demi-heure plus tard, Malik arriva. Il ne portait plus son vieux style de rue. Il était vêtu d'une chemise impeccable, d'un pantalon sombre, d'une veste légère. Ses cheveux étaient nets, sa barbe taillée. Il ressemblait à un homme qu'on écoute dans une salle. Quand il vit Aïcha, il ralentit, comme s'il mesurait l'impact de cette image sur elle. Aïcha osa enfin poser la question, d'une voix tremblante. « Malik, qui es-tu » Les hommes en costume s'immobilisèrent. Mama Sira baissa les yeux, comme si elle laissait le moment se dérouler. Malik fixa Aïcha longtemps. Puis il fit un pas vers elle. « Je m'appelle Malika. Ngoma, dit-il. Et je dois te dire quelque chose que je voulais retarder. Parce que je ne voulais pas que tu restes par intérêt, ou par peur. » Aïcha sentit sa gorge se fermer.
Ce nom, elle ne le connaissait pas. Mais la façon dont il le prononçait, c'était un nom lourd. Malik continua, doucement. Je suis le propriétaire du groupe Combat Capital. Aïcha resta figée, incapable de comprendre. Combat Capital, c'était un de ces noms qui apparaissaient sur des panneaux, sur des bâtiments, dans des conversations de riches. Le genre de nom qui ne s'associe jamais à un pont et des cartons. Non, murmura-t-elle. Ce n'est pas possible. Malik ne se défendit pas avec des mots. Il sortit simplement un portefeuille fin, en retira une carte, et la posa dans sa main. Aïcha lut. Le papier était épais. Le logo était marqué en relief. Et le titre, là, froid et officiel, fit tourner sa tête. Directeur général. Malik Ngoma. Aïcha recula d'un pas, comme si la carte brûlait. Pourquoi tu vivais sous un pont? Malik inspira lentement. Parce que je n'ai pas toujours été ce nom-là. Et parce que quelqu'un, à l'intérieur de mon entreprise, a voulu me faire disparaître pour prendre ma place. J'ai survécu. J'ai disparu volontairement. Je me suis déguisé en homme invisible. Et j'ai observé. Aïcha tremblait. Alors, tu m'as épousé pour observer. Malik secoua la tête, immédiatement. Non. Je t'ai observé avant. Et j'ai su que tu étais différente. Le mariage, je ne l'ai pas choisi. Mais quand ils ont voulu t'écraser, j'ai refusé de te laisser tomber. Et je me suis dit que si la vie m'offrait une occasion de protéger quelqu'un de pur, je devais la saisir. Aïcha sentit des larmes monter, mais elles ne sortaient pas. C'était trop. Trop d'un coup. Sa douleur, sa honte, son mariage forcé, et soudain, une vérité immense au milieu. Mama Sira posa une main sur son dos. Respire, ma fille. Le choc passera. Ce qui compte, c'est ce que tu vas faire avec la vérité. Le lendemain, Malik annonça une décision. On ne peut plus se cacher. Pas toi. Pas moi. Aïcha sentit une peur brutale. Si on se montre, ils vont venir. Ils viendront de toute façon, répondit Malik. Mais si on se montre au bon endroit, au bon moment, ils ne pourront plus mentir. Malik expliqua alors l'ampleur du piège. Pendant qu'il avait disparu, son entreprise avait été gérée par un cercle restreint, dont un homme nommé Salif Khan, un directeur ambitieux. Salif avait progressivement déplacé de l'argent, signé des contrats douteux, et construit une version officielle où Malik serait instable et incapable de diriger. Malik s'était caché pour récupérer des preuves, tester les loyautés, et revenir au moment où tout s'écroulerait sur les vrais coupables. Aïcha écoutait, abasourdie, comme si elle entendait un film. « Et ma tante ?» demanda-t-elle. « Elle est liée à ça ?» Malik baissa les yeux. « Pas directement. Mais elle fait partie du même monde, celui des gens prêts à vendre une âme pour un billet. Salif a des relais dans les quartiers, des petits notaires, des policiers corrompus. Ta tante profite de ce système. » Ces mots rendirent Aïcha malade. Elle comprenait enfin, sa souffrance n'était pas un accident. C'était une pièce d'un grand mécanisme. Malik posa un dossier devant elle. « Voici ce que tu dois savoir. Ta tante a utilisé ton nom. On va l'exposer proprement. Mais je veux que tu sois prête. Ça veut dire, parler si on te demande. Tenir ton regard. Ne pas trembler. Pas pour eux. » Aïcha inspira. Ses mains tremblaient encore, mais elle hocha la tête. « Je veux être prête. Je suis fatiguée d'être une proie. » Les jours suivants furent une transformation. Malik ne lui donna pas du luxe pour l'impressionner, il lui donna des outils. Un avocat vint discrètement, une femme conseillère en images aussi, pas pour la maquiller comme une poupée, mais pour lui apprendre à se tenir, à respirer, à répondre sans se briser. Mama Sira l'observait avec une fierté silencieuse. Aïcha apprit à dire « Je ne suis pas d'accord ». Elle apprit à dire « C'est faux ». Elle apprit à dire « Je mérite le respect ». Chaque phrase était comme un muscle qu'on réveille après des années d'inaction. Mais pendant qu'Aïcha grandissait, tante Binta préparait sa contre-attaque. Un matin, un enfant du quartier courut jusqu'à la cour, essoufflé. « Mama Sira. Ils ont collé des papiers partout. Ils disent que la fille a volé un homme riche. Ils disent qu'elle est une menteuse. » Aïcha sortit, le cœur en feu. Sur les murs, des feuilles imprimées, mal collées, montraient sa photo prise au marché. Sous la photo, des mots humiliants. Voleuse. Manipulatrice. Sorcière.
les mêmes accusations qu'on jette aux femmes sans défense. Aïcha sentit ses jambes faiblir. Malik arracha un papier, le froissa, le jeta. Elle veut te salir avant qu'on te voie propre. Aïcha serra les poings. Pourquoi ils font ça? Malik la regarda. Parce que quand une victime se relève, les bourreaux ont peur. Ce soir-là, Malik reçut un appel. Son visage se durcit. Salif sait que je suis vivant. Aïcha sentit son cœur chuter. Comment? Quelqu'un l'a informé. Ou il a deviné. Il va frapper. Aïcha murmura, presque inaudible. Et moi, je suis un point faible. Malik s'approcha, posa ses mains sur ses épaules. Non. Tu n'es pas un point faible. Tu es la preuve que je ne suis pas devenu un monstre. Et ça vaut plus que tout. Cette phrase traversa Aïcha comme une chaleur. Elle sentit une émotion étrange, profonde, qu'elle n'osait pas nommer. Pas seulement de la gratitude. Quelque chose de plus intime, de plus dangereux. Le lendemain, Malik annonça qu'ils iraient à la ville haute, là où Combat Capital avait son siège. Un bâtiment de verre qui dominait la ville comme un roi. Aïcha eut envie de fuir. Je ne suis pas faite pour ça. Malik répondit calmement. Tu es faite pour vivre. Et vivre, ce n'est pas rester dans un coin parce que des gens l'ont décidé. Ils partirent dans une voiture noire. Aïcha regardait la ville défiler, comme si elle changeait de planète. Les routes devenaient lisses, les immeubles plus hauts, les magasins plus lumineux, les gens plus pressés. Elle se sentit petite, mais Malik restait à côté d'elle, solide. Dans le hall de Combat Capital, les regards se tournèrent vers eux. Des employés s'immobilisèrent. Certains avaient l'air choqués. D'autres avaient l'air de voir un fantôme. Un agent de sécurité s'approcha, hésitant, puis recula quand il croisa le regard de Malik. Monsieur Ngoma. Le nom tomba comme un marteau. Aïcha sentit ses oreilles bourdonner. Malik n'était plus un secret. Il redevenait une autorité. Ils montèrent dans un ascenseur privé. Aïcha fixait son reflet dans les parois métalliques. Elle avait l'air d'une femme différente. Pas riche. Mais digne. Et c'était déjà un scandale pour ceux qui l'avaient méprisée. Au dernier étage, une grande salle de réunion attendait. Derrière la porte, des voix. Des hommes qui parlaient de chiffres, de pouvoir, de décision. Malik ouvrit la porte sans frapper. Le silence tomba. Autour de la table, des directeurs, des costumes, des montres brillantes. Et au bout, Salif Khan, sourire figé, yeux glacés. Malik. Souffla-t-il. Impossible. Malik s'avança, posa un dossier épais sur la table. Je suis là. Et j'ai ramené des preuves. Salif tenta un rire. Tu fais une scène. Tu reviens avec qui? Son regard glissa sur Aïcha, méprisant. Une fille du quartier. Aïcha sentit une vieille onde vouloir remonter. Mais elle se rappela la voix de Mama Sira, les exercices, les phrases. Elle leva le menton. Je suis sa femme, dit-elle, claire. Et je suis la personne que vous et vos relais avez tenté d'écraser, parce que vous pensiez que personne ne la défendrait. Un murmure parcourut la salle. Salif se redressa, contrarié. Ta femme? Malik, tu es malade. Tu veux détruire ta crédibilité avec un conte? Malik appuya sur une télécommande. L'écran au mur s'alluma. Des documents apparurent. Des transferts. Des signatures. Des échanges de messages. Des preuves nettes. La salle se glaça. Salif pâlit. C'est faux. Malik le fixa. Tu as signé. Tu as déplacé l'argent. Tu as acheté des gens. Tu as utilisé des petites mains, des notaires, des policiers, et même des femmes comme Tante Binta, qui vendent des vies pour survivre. Mais aujourd'hui, tu n'as plus d'ombre où te cacher. Salif se leva brusquement. Tu crois que tu peux revenir comme ça et tout reprendre? Tu étais mort aux yeux du monde. Et si je tombe, tu tomberas aussi. Malik répondit sans crier. C'est pour ça que je n'ai pas seulement des preuves. J'ai aussi des témoins. Il se tourna vers la porte. 2 agents entrèrent, accompagnant un homme nerveux, le notaire. Puis un autre, un ancien chauffeur. Puis une femme que Aïcha reconnut à peine. Fatou, la cousine, les yeux gonflés, terrifiée. Aïcha sentit son souffle se couper. Fatou évitait son regard. Mais sa présence disait tout.
Tante Binta avait été remontée jusqu'aux étages supérieurs. Salif resta figé. Qu'est-ce que c'est que ça? Malik posa une main légère dans le dos d'Aïcha. À partir de maintenant, c'est la vérité qui parle. Aïcha sentit sa gorge se serrer. Elle allait devoir parler. Devant ces gens puissants. Devant le monde qu'elle avait toujours regardé de loin. Le président du conseil d'administration, un homme âgé au regard dur, prit la parole. Monsieur Ngoma, si tout ceci est réel, c'est un séisme. Mais votre épouse, qu'a-t-elle à voir avec ces accusations? Aïcha inspira. Elle entendit la voix de Mama Sira dans sa tête. Respire. Regarde. Ne tremble pas pour eux. Elle parla. Elle expliqua le mariage forcé. Les menaces. Les papiers retenus. La dette falsifiée. Les affiches collées pour la salir. Elle ne pleura pas. Elle raconta avec des phrases simples, humaines. Et dans la salle, certains visages changèrent. La pitié se transforma en malaise, puis en colère froide. Salif serra les dents. Mensonge. Elle joue la victime. Le notaire, tremblant, parla alors d'une voix faible. Ce n'est pas un mensonge. J'ai reçu des dossiers signés par des relais de Monsieur Cohn. J'ai fermé les yeux. Salif le fusilla du regard. Le chauffeur ajouta. J'ai livré des enveloppes. J'ai entendu des conversations. Il disait, on tient la fille, on tient le quartier. Salif recula, comme frappé. Et Fatou. Fatou s'effondra. C'est vrai, cria-t-elle, la voix cassée. Ma mère, tante Binta. Elle disait qu'elle allait faire d'Aïcha un exemple, pour que personne ne lui résiste. Elle disait que Salif avait promis de la protéger si elle faisait taire la fille. Aïcha sentit son ventre se nouer. Entendre Fatou dire cela, c'était comme rouvrir une vieille blessure. Mais cette fois, la blessure était exposée à la lumière. Salif balbutia, cherchant une sortie. Vous ne comprenez pas. C'était pour le bien de l'entreprise. Malik s'approcha, glacé. Non. C'était pour ton pouvoir. À cet instant, la porte s'ouvrit brusquement. Un homme entra, essoufflé, téléphone à la main. Monsieur Ngoma, la presse est en bas. Quelqu'un a prévenu les médias. Ils filment déjà l'entrée. Aïcha sentit son sang se figer. Les médias. La foule. Les rumeurs qui deviennent des titres. Salif leva les mains, presque triomphant malgré sa peur. Tu vois? Maintenant, tout le monde saura. Et tout le monde te détruira. Malik ne recula pas. Qu'il sache. Il se tourna vers Aïcha, et sa voix s'adoucit. C'est le moment le plus difficile. Après ça, tu ne seras plus jamais invisible. Tu es prête? Aïcha tremblait, oui. Mais elle se souvenait de la boue, des humiliations, du pont. Elle se souvenait de la main de Malik qui l'avait protégée. Elle se souvenait de son propre reflet, enfin digne. Elle hocha la tête. Oui. Ils sortirent ensemble de la salle, vers l'ascenseur, pendant que derrière eux, le conseil votait déjà des décisions d'urgence, des suspensions, des audits. Le monde de Salif s'écroulait comme un mur qu'on frappe au bon endroit. Dans le hall, les flashs éclatèrent. Des journalistes criaient des questions. Des caméras se tournaient. Aïcha sentit la panique tenter de la reprendre à la gorge. Puis elle sentit la main de Malik dans la sienne, ferme, rassurante. Et elle comprit, sa vengeance ne serait pas sale. Elle serait publique. Et irréversible. Mais avant qu'il n'atteigne la sortie, un mouvement brutal fendit la foule. Une femme surgit, les yeux fous, le visage déformé par la rage. Tante Binta. Elle cria le nom d'Aïcha comme une malédiction. Traîtresse. Tu m'as détruite. Et, dans la confusion des caméras, elle se jeta vers Aïcha, prête à tout pour la salir une dernière fois. Le hall de combat capital vibrait comme une ruche en feu. Les flashs crépitaient, les micros se tendaient, les journalistes se bousculaient, et au milieu de ce tumulte, Aïcha sentit le passé revenir d'un seul coup, brutal, comme une main qui cherche à la replonger dans la boue. Tante Binta était là, le regard fou, la bouche pleine de haine, portée par la rage et par la honte. Elle avait perdu le contrôle, et quand certaines personnes perdent le contrôle, elles deviennent dangereuses parce qu'elles n'ont plus rien à sauver. Aïcha fit un pas en arrière par réflexe. Mais cette fois, elle ne tomba pas. Cette fois, elle ne se replia pas en silence. Elle resta debout, même si ses jambes tremblaient. Tante Binta fonça, la main levée, prête à saisir, à griffer,
à humilier devant les caméras, comme si la honte publique pouvait réparer son orgueil brisé. Tout alla très vite. Un agent de sécurité s'interposa. Puis un autre. Tante Binta se débattit, hurla, cracha des mots qui n'avaient plus de sens. Elle m'a volé. Elle m'a ensorcelé. C'est une ingrate. Elle m'appartient. Ce dernier mot claqua dans l'air comme une confession. Appartient. Et pour la première fois, Aïcha comprit avec une clarté glacée que tante Binta ne la voyait pas comme une nièce, ni même comme une personne. Elle la voyait comme un objet qu'on prête, qu'on vend, qu'on reprend. Malik se plaça devant Aïcha, sans violence mais avec une présence qui coupait l'espace. Il ne cria pas. Il ne fit pas de discours. Il dit simplement, assez fort pour que les micros captent. Elle n'a jamais appartenu à personne. Les journalistes, qui cherchaient le scandale, trouvèrent mieux. Ils trouvèrent une phrase nette. Une phrase qui faisait basculer l'histoire du côté de la dignité. Tante Binta fut maintenue à distance. Elle continuait de hurler, mais son pouvoir venait de se casser devant tout le monde. Et dans ce vacarme, Aïcha sentit quelque chose d'inattendu monter en elle. Pas la vengeance bruyante. La paix. Parce que quand la vérité est vue par tous, la honte change de camp. Un des hommes en costume, celui qui semblait toujours un pas devant, s'approcha de Malik. « Monsieur, la police arrive. » Elle a forcé l'entrée avec d'autres personnes. On a déjà les images. Malik hocha la tête, calme. Qu'ils prennent tout. Pas seulement elle. Tout. Aïcha fixa Malik. Elle comprit qu'il ne parlait pas seulement de tante Binta. Il parlait de tout le système. Les relais. Les petits arrangements. Les mensonges transformés en loi. Et soudain, elle eut peur. Malik, ils vont se venger. Ils vont dire n'importe quoi. Ils vont salir mon nom. Malik tourna la tête vers elle. Son regard était ferme, mais pas dur. Ils le feront, oui. Mais ça ne marchera plus. Parce que tu n'es plus seul. Et parce que cette fois, on a des preuves, des témoins, des caméras, et un pays qui regarde. Aïcha inspira, lentement. Elle sentit son cœur battre trop vite, mais elle resta droite, comme on le lui avait appris, comme Mama Sira l'avait répété. Les policiers arrivèrent. Tante Binta tenta de jouer l'innocente, puis l'offensée, puis la victime. Elle changeait de masque vite, comme une actrice pressée. Mais les images étaient là, les dossiers aussi. Et surtout, les témoins. Cette fois, l'argent ne suffisait pas à effacer l'évidence. On l'emmena, hurlante, tandis que les journalistes filmaient. Et au lieu de se sentir coupable, Aïcha sentit une légèreté étrange. Pas de joie cruelle. Juste le soulagement d'une porte qui se ferme. Le lendemain, la ville entière parlait de Malik Ngoma revenu d'entre les ombres, et de la femme inconnue à son bras. Les réseaux débordaient. Les rumeurs tentaient de reprendre le contrôle, comme elles le font toujours. Certains disaient qu'Aïcha était une manipulatrice. D'autres disaient qu'elle était une victime. Mais plus les gens parlaient, plus une réalité s'imposait. Elle était surtout devenue visible. Et être visible, dans un monde qui préfère les pauvres silencieux, était déjà une forme de victoire. Malik organisa une conférence de presse 2 jours plus tard, dans une salle sobre, sans décor extravagant. Il ne voulait pas d'un show. Il voulait un acte clair. Aïcha hésitait à y aller. « Je ne sais pas parler devant tout ça. » Malik lui répondit sans la presser. « Tu n'as pas besoin de parler comme une politicienne. Tu as juste besoin de parler comme toi. C'est ça qui les désarme. » Mama Sira, assise dans la cour, avait suivi toute cette tempête avec une sérénité ancienne. Ce matin-là, elle prit la main d'Aïcha. « Tu as survécu à pire que des micros. Les micros ne frappent pas. Les micros ne tiennent pas tes papiers. Les micros ne te vendent pas. Va. » Aïcha eut les larmes aux yeux. « Je ne veux pas te laisser seule ici. » Mama Sira sourit. « Je ne suis pas seule. Et toi, tu n'es plus une enfant perdue. Tu es une femme en marche. » Dans la salle de presse, Malik parla d'abord des crimes financiers, des détournements, du réseau qui avait profité de son absence. Il annonça une collaboration totale avec la justice, des audits, des suspensions, et la mise à disposition de preuves. Puis un journaliste lança la question que tout le monde attendait. « Monsieur Ngoma, qui est cette femme? Et pourquoi l'avoir épousée alors que vous étiez disparu ?» Le silence tomba. Aïcha sentit ses mains devenir froides. Malik se tourna vers elle, et au lieu de répondre à sa place, il lui demanda doucement, audible au micro. «
Tu veux parler? Aïcha inspira. Elle se leva. Elle sentit sans regard la traversée. Elle pensa à la boue de Ndalo, au seau presque vide, aux nuits sans sommeil, aux menaces sur ses papiers. Elle pensa à la voix de tante Binta disant « Tu n'es personne ». Et elle parla. « Je m'appelle Aïcha Diallo. J'ai grandi sans parents. On m'a fait croire que je devais accepter tout, parce que je n'avais pas de place. On m'a forcé à épouser cet homme pour m'humilier, pour me jeter loin, pour me faire disparaître. » Elle marqua une pause, la gorge serrée, mais elle ne recula pas. Et j'ai découvert qu'il cachait un secret. Mais ce secret n'est pas ce qui m'a sauvée. Ce qui m'a sauvée, c'est qu'il m'a regardée comme une personne, pas comme un fardeau. Un murmure parcourut la salle. Aïcha continua. Je ne suis pas là pour qu'on ait pitié de moi. Je suis là pour dire que ce que ma tante et d'autres personnes ont fait, arrive à beaucoup de filles. On leur vole leurs papiers, leur avenir, leur voix. Si je suis debout aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a décidé que ce n'était plus acceptable. Elle regarda les journalistes. Et parce que j'ai décidé de ne plus me taire. Quand elle se rassit, ses jambes tremblaient, mais son regard était stable. Après la conférence, le monde changea de ton. Les commentaires ne disparurent pas, mais ils furent noyés sous une autre vague. Des femmes racontant leurs histoires, des associations se mobilisant, des avocats proposant de l'aide, des gens ordinaires voyant en Aïcha un miroir, pas un spectacle. Malik ne se contenta pas de mots. Il lança immédiatement un programme de soutien juridique gratuit pour les personnes sans papier ou victimes d'extorsion, financé par une fondation. Il donna des chiffres, des dates, des lieux. Du concret. Aïcha comprit alors quelque chose. La vengeance la plus élégante n'est pas celle qui détruit. C'est celle qui construit un monde où les bourreaux ne peuvent plus recommencer. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Salif Kone fut suspendu, puis officiellement inculpé, ses comptes gelés, ses alliés interrogés. Le notaire coopéra, le chauffeur aussi. Les preuves s'empilaient comme un mur. Tante Binta fut condamnée pour falsification et extorsion. Elle tenta, jusqu'au bout, de se faire passer pour la victime d'une ingratitude. Mais les preuves étaient trop lourdes. Et surtout, les témoins étaient trop nombreux. Quand la décision tomba, Aïcha ne ressentit pas de joie explosive. Elle ressentit un silence intérieur, comme une pièce qu'on range enfin. Elle retourna une seule fois à Ndalo. Pas pour se venger avec des cris. Pour se réapproprier un endroit qu'on lui avait fait croire interdit. Elle marcha dans les rues du quartier, sans se cacher. Les gens la regardaient autrement. Certains avec admiration, d'autres avec gêne, d'autres encore avec jalousie. Mais Aïcha ne cherchait pas leur validation. Elle passa devant l'ancienne maison de tante Binta. La porte était fermée. La cour vide. Elle resta quelques secondes, puis elle tourna le dos. Et elle repartit, sans trembler. Ce jour-là, Malik la rejoignit au marché où tout avait commencé. Ils marchèrent côte à côte, simples. Sans sécurité visible. Sans costume qui crie « puissance ». Juste un homme et une femme qui refusent de se laisser définir par les humiliations. Malik s'arrêta devant un petit stand où une femme vendait du pain. Aïcha reconnut la scène. Le pain, la faim, le regard qu'elle avait offert à un enfant un jour. Malik acheta plusieurs pains et les distribua discrètement à des enfants qui traînaient. Aïcha le regarda, émue. « Tu fais ça pour moi ?» Malik secoua la tête. « Je fais ça parce que c'est ça qui m'a rappelé que j'étais encore humain. Et parce que je veux que ce quartier voie une chose, la richesse sans cœur ne vaut rien. » Le soir, Malik l'emmena dans un endroit calme, au bord de l'eau, loin des caméras. Il avait demandé qu'on prépare une table simple, des bougies, un repas sans extravagance. Aïcha se méfiait encore des surprises, mais son corps apprenait lentement à ne plus se mettre en défense pour chaque bonheur. Malik prit un souffle. « Aïcha, notre mariage a été fait dans la peur. Je veux qu'on ait un choix. Un vrai. » Aïcha sentit son cœur se serrer. Quel choix? Malik sortit un petit écrin. Pas énorme. Pas ostentatoire. Juste beau, sobre. Il l'ouvrit. À l'intérieur, une bague fine, élégante, avec une pierre discrète, lumineuse, comme un point de lumière. Je ne te demande pas de rester parce que je suis riche. Je te demande de rester parce que tu veux être avec moi. Et si tu veux, on se marie à nouveau. Pas pour fuir. Pas pour survivre. Pour construire. Aïcha mit une main sur sa bouche, surprise par l'émotion. Elle pensa à l'orphelinat. Elle pensa au seau d'eau.
Elle pensa au pont. Et elle se rendit compte qu'elle n'était plus la même femme. Elle prit la main de Malik. Oui, dit-elle, simplement. Je veux. Le nouveau mariage n'eut rien d'un spectacle. Il eut des rires vrais, des larmes douces, des gens choisis, pas des foules invitées pour humilier. Mama Sira était au premier rang, vêtue d'un boubou magnifique, la tête haute comme une reine discrète. Aïcha entra, le cœur stable. Pas parce que la vie était devenue parfaite, mais parce qu'elle avait repris la direction. Malik la regarda comme on regarde un miracle silencieux. Il ne la regardait pas comme une pauvre fille sauvée. Il la regardait comme une femme qu'il respectait. Quand ils échangèrent leurs vœux, Malik dit seulement: Je promets de ne jamais te réduire. De t'écouter. De te protéger sans t'enfermer. Aïcha répondit, la voix claire. Je promets de ne plus me trahir moi-même. Et de te choisir, chaque jour, tant que tu me choisis avec respect. Après la cérémonie, Aïcha prit Mama Sira à part. Elle lui tendit une enveloppe. Mama Sira recula, méfiante. Je ne veux pas ton argent, ma fille. Aïcha sourit doucement. Ce n'est pas pour acheter ton cœur. C'est pour construire ce que tu as toujours fait, un refuge. Un vrai centre. Un endroit où les filles comme moi peuvent venir, obtenir leurs papiers, apprendre un métier, dormir en sécurité. Je veux que tu le diriges. Et je veux que personne ne puisse t'écraser avec un billet. Mama Sira resta silencieuse, puis ses yeux se remplirent de larmes. Tu es devenue la femme que j'espérais voir naître, murmura-t-elle. Aïcha serra ses mains. Je suis devenue ça grâce à toi. Les mois suivants, le centre ouvrit. On y voyait des jeunes femmes obtenir des documents, apprendre à se défendre, apprendre à dire non. On y voyait des avocats, des assistantes sociales, des bénévoles. Malik venait parfois, discret, sans discours. Aïcha, elle, devint le visage du projet, pas une mascotte. Une dirigeante. Elle apprit à parler dans des réunions, à lire des contrats, à prendre des décisions. Elle apprit la puissance calme. Et dans cette nouvelle vie, il y avait aussi l'amour. Un amour qui ne criait pas. Un amour qui se prouvait dans les détails. Malik qui lui préparait du thé quand elle travaillait tard, Aïcha qui lui rappelait de dormir, eux qui riaient parfois pour rien, simplement parce que la paix est aussi une surprise quand on a vécu la guerre. Un soir, sur le balcon, Aïcha posa sa tête contre l'épaule de Malik et dit, presque en chuchotant. Tu sais, parfois, j'ai encore peur. Comme si tout pouvait s'écrouler. Malik l'embrassa doucement sur le front. Si ça s'écroule un jour, on reconstruira. Mais cette fois, on le fera ensemble. Aïcha ferma les yeux. Elle ne possédait pas le passé. Elle ne pouvait pas effacer les humiliations. Mais elle possédait quelque chose de plus précieux. Son nom. Sa voix. Sa dignité. Et un amour choisi, enfin, sans chaîne.